Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette table ronde sur les enjeux de la décarbonation du transport de marchandises et de la livraison. Je suis Marie-Xavière Vauquier, je suis directrice de mission transition énergétique chez CETEC ITS et je suis aussi la présidente de Femmes en Mouvement. Alors vous ne savez sans doute pas, mais même si celles et ceux d'entre nous qui ne font jamais appel au service du e-commerce ou de livraison à domicile sont concernés. Au-delà des problèmes conséquents à résoudre pour gérer le passage de la motorisation thermique fossile à des motorisations alternatives, c'est tout un système qu'il va falloir faire évoluer et nous verrons qu'il est indispensable que chaque acteur de l'écosystème prenne sa part et sa responsabilité. Autour de la table, nous avons un très beau panel et je vais donc commencer par procéder à la présentation de nos différentes intervenantes et intervenants. Alors Anne-Marie Jean, bienvenue. Vous avez un long titre. Vous êtes la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des questions de formation, d'économie durable et de la transition écologique des entreprises et de la coordination du tourisme durable. Et vous êtes également, et c'était très important aujourd'hui, présidente du port de Strasbourg. Et alors, moi-même, je l'ignorais, mais le port de Strasbourg est la façade maritime est de la France, car c'est un port qui est sur le Rhin, qui est un des plus grands et plus larges fleuves d'Europe. Constance Maréchal-Dereux, vous êtes la directrice générale de France Logistique. France Logistique est une entité assez récente au statut d'association et cette association a été créée en 2020 suite au rapport Emar Daher intitulé « Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable », lui-même publié en 2019. Au départ de cette réflexion, il y a le constat que la filière logistique est une filière stratégique, mais qu'elle n'est ni connue, ni reconnue, et je dirais encore pire, ni valorisée. Bernard Jacob, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées et ingénieur général honoraire à l'université Gustave Eiffel. L'université Gustave Eiffel est connue anciennement sous le nom de IFSTAR. Vous avez un long parcours professionnel dans le domaine des transports et de la logistique et nous parlerons techniques innovantes pour recharger les camions. Florence Berthelot, vous êtes la déléguée générale de la FNTR, la Fédération nationale du transport routier depuis 2016. Vous y êtes entrée en 2000. Vous avez donc été au premier rang pour voir les différents challenges que le secteur des transports routiers a eu à relever depuis plus de 20 ans. Vous écrivez toutes les semaines un édito sur le site de la FNTR et je vous ai largement plagié pour le lancement de cette table ronde, car tout y était. Merci beaucoup. J'en reparlerai après, mais abonnez-vous. Bruno Klockner, alors vous avez gagné un nouveau titre depuis hier, mais je vais commencer par la base. Donc vous êtes directeur général pour XPO France depuis janvier 2022. Vous avez rejoint XPO en 2020 après une longue carrière dans le domaine de la mobilité. Et hier soir, XPO a gagné le prix de l'innovation avec un nouveau carburant, avec un nouveau produit. Pardon, c'est pas un carburant, c'est un produit qui s'appelle LES. Et vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Annick Renou, vous êtes la directrice commerciale pour la région ouest de la société Webfleet depuis 4 ans. Webfleet est une filiale de l'entreprise de pneumatiques japonaise Bridgestone et est spécialiste de la gestion de flotte de véhicules. Et un véhicule équipé par Webfleet est un véhicule qui va remonter de nombreuses données pour une optimisation de son utilisation. Encore bienvenue à toutes et à tous et merci de vous être rendus disponibles pour cette table ronde. Moi, à titre personnel, je suis très heureuse de voir que dans ce salon, on traite de la logistique, car c'est un secteur qui est absolument vital en fait. Et le Covid nous l'a rappelé, mais on aurait dû le savoir bien avant. Alors Florence, comme je le disais en introduction, je suis une fidèle lectrice de votre édito hebdomadaire et celui du 30 mars était parfait. Vous l'avez intitulé « Moins 40 », en référence aux moins 40% de consommation d'énergie que doit attendre la France en 2050. On a déjà gagné 10% cet hiver grâce au plan de sobriété énergétique. Sans doute que l'augmentation sensible des factures de tout un chacun n'y est pas pour rien. Mais le secteur des transports fait figure d'élève à la traîne dans le classement des industries. Pouvez-vous nous expliquer rapidement pourquoi ? Comme vous le disiez, sur les moins 40, l'édito était un peu critique parce que les moins 10 de cet hiver, je ne suis pas sûre que ce soit le total volontariat qui ait permis d'y arriver. Il y a eu quand même des ralentissements dans l'industrie en termes de consommation et on voit quand même un certain nombre de commerces qui ferment parce que les factures énergétiques sont extrêmement élevées. Donc ce qui d'ailleurs interroge sur le processus pour arriver à cette sobriété. Le secteur des transports à la traîne parce que en fait, je pense que tous les secteurs travaillent sur la transition énergétique, dont le secteur du transport routier de marchandises. Nous avons travaillé sur la feuille de route décarbonation. Normalement, on va la rendre à notre ministre incessamment, mais on s'aperçoit bien
que ça n'est pas si facile. Si on regarde la flotte poids lourds compte propre, compte d'autrui aujourd'hui en France, il faut quand même décarboner 600 000 poids lourds. Et je ne parle même pas des véhicules utilitaires légers qui sont aussi concernés. Donc globalement, ça mobilise un certain nombre d'acteurs, non seulement les transporteurs eux-mêmes, mais les constructeurs qui là aussi affichent des objectifs. Il faut absolument aussi associer les énergéticiens parce que ça ne suffit pas d'avoir les bons véhicules, il faut encore avoir les stations d'avitaillement et de recharge. Et puis ça mobilise bien d'autres acteurs, comme d'abord nos clients, puisqu'on sait que cette transition va coûter cher et donc globalement le prix du transport va aussi augmenter, qui derrière suppose aussi en termes de financement de nouveaux leviers. Évidemment, la première personne morale vers laquelle on se tourne, c'est l'État, mais l'État ne pourra pas tout faire. On voit que dans les appels à projets qui sont lancés, qui ont l'air élevés, 55-60 millions d'euros, ça ne permet que de financer une part des véhicules, une part des bornes, mais globalement, le reste, qui va le financer? Et nous, on a aussi une préoccupation, c'est de voir comment l'ensemble du secteur bancaire va accompagner cette transition, surtout dans cette période, notamment de remontée des taux. Donc globalement, je pense que si le secteur des transports est considéré à la traîne, c'est simplement parce que objectivement, c'est un gros secteur qu'il faut décarboner. La volonté y est. Les transporteurs routiers, les logisticiens, sur une base volontaire, veulent absolument arriver à la décarbonation. On s'est d'ailleurs engagé avec l'ADEME dans des programmes volontaires tels que le programme EVE, il ne faut pas l'oublier. On travaille aussi sur le programme ReMove qui vise le report modal, parce que là aussi, il y a des questions sur le report modal. Et une de nos préoccupations, qu'on partage d'ailleurs avec les autres organisations, TLF et OTRE, qui sont aussi dans notre secteur de transport de marchandises et logistique, c'est de bien rappeler qu'il n'y aura pas que la logique de verdissement de la flotte qui va nous permettre d'arriver à la décarbonation. Il y a, selon nous, une logique de verdissement du fret, c'est-à-dire de l'organisation des transports, la massification des transports, bien sûr une part de report modal là où c'est possible. Et là, il faut aussi faire confiance aux grands spécialistes que sont les transporteurs et logisticiens, parce que leur métier, c'est d'abord d'organiser les transports et non pas seulement de déplacer les marchandises d'un point A à un point B. Merci beaucoup. Madame Jean, comme je l'ai dit dans votre présentation, vous êtes une élue avec l'expérience professionnelle de la logistique et des transports. La métropole de Strasbourg a mis en place une zone à faible émission, une ZFE récemment. Et comment l'Eurométropole a-t-elle accompagné et accompagne-t-elle toujours les acteurs du transport sur son territoire pour permettre à la ZFE de produire tous ses effets en matière d'amélioration de qualité de l'air ? Merci de votre question. Bonjour à toutes et tous. Alors, les ZFE, grand sujet qui fait l'objet d'ailleurs de plein de travaux en ce moment. Il y a une commission interministérielle qui a été mise en place par Christophe Béchu et que j'ai l'honneur de co-présider pour le compte de France Urbaine avec Jean-Luc Moudin, qui est le président de l'Agglo de Toulouse. Il y a une mission sénatoriale qui a été lancée il y a 3 semaines. Il y a une mission à l'Assemblée nationale qui a été lancée la semaine dernière. Bref, tout le monde commence à réfléchir autour de ces ZFE qui ont été instaurés par la loi climat résilience et confiés aux collectivités territoriales sans beaucoup de pilotage d'État. Donc aujourd'hui, on semble essayer de ramener les choses et je pense que c'est une bonne chose et notamment pour le monde du transport qui fait beaucoup de longues distances et va d'une métropole à l'autre et pour qui c'est objectivement un peu compliqué de gérer des ZFE à géométrie variable d'une collectivité à l'autre. Alors comment à Strasbourg nous avons travaillé sur ce sujet, en particulier avec les professionnels du transport? D'abord, nous n'avons pas attendu de mettre en place, de poser sur la table le sujet ZFE. Il était annoncé lors de la campagne électorale en 2020. On a commencé à travailler dessus tout début 2021. Il y avait déjà beaucoup de travail depuis des années pour favoriser des modes de transport autres que par la route, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Et j'aime citer cet exemple strasbourgeois que nous avons avec une navette fluviale qui dessert le centre-ville, donc depuis le port du Rhin, qui effectivement est en dehors de la ville. Beaucoup de Strasbourgeois, de touristes viennent à Strasbourg sans du tout avoir vu le Rhin ni le port, parce que c'est un tout petit peu à l'écart de la ville. Mais c'est quand même un écart de 4 km, donc c'est pas bien méchant. Et donc nous avons une navette qui part
départ du port de Strasbourg, de sa partie la plus à l'ouest, pour se diriger vers le centre-ville. C'est un trajet de 20 minutes dans la petite barge. Et puis, le déchargement se fait sur un quai qui s'appelle Quai des Pêcheurs, auprès de l'église Saint-Guillaume, qui doit être à 200 mètres de la cathédrale. Voilà, donc de là, on est tout près pour desservir en vélo-cargo assistance électrique tout ce secteur du centre-ville. Ça fonctionne depuis début 2020. Début 2020, vous savez ce qui s'est passé. Donc voilà, ça a été le crash test. Ils ont tenu bon avec la crise Covid, tout en desservant des cafés, hôtels, restaurants, etc. Des tas de choses qui étaient fermées. Donc c'est vraiment que le modèle tient l'eau plutôt. Et nous travaillons actuellement à aménager. C'est compliqué avec les ABF qui veulent préserver absolument le centre-ville et un quai de déchargement en plein centre historique. C'est toujours un peu compliqué, mais bref, on essaie d'avoir un deuxième quai un peu plus loin pour pouvoir desservir davantage un autre secteur du centre-ville. Également un quai vers la zone commerciale nord qui permettrait de desservir cette zone commerciale et de ramener des déchets vers le secteur du port, comme c'est le cas pour la navette centre-ville qui amène des marchandises dans un sens et repart avec des déchets dans l'autre. Bref, il y a plein de solutions innovantes qui peuvent exister, à chaque ville de trouver celles qui vont bien avec sa topographie, mais en tout cas, on n'a pas commencé au moment de penser ZFE à préparer des choses qui permettent d'avoir des alternatives. Idem avec le ferroviaire, là aussi le port, c'est d'ores et déjà la première gare de fret ferroviaire de toute la région et nous avons lancé dès 2020, là aussi, les études pour créer une deuxième gare de fret ferroviaire permettant le ferroutage et donc permettant des alternatives. Ce qui fait que quand on commence à discuter avec les acteurs sur la ZFE, on a déjà des choses en route, on a déjà des choses qui existent, qui offrent des alternatives. L'objectif, c'est de trouver ensemble les solutions qui permettent que la ZFE atteigne ses objectifs d'amélioration de la qualité de l'air sans empêcher l'économie de fonctionner. Donc c'est ça qu'on a posé tout au cours des ateliers. On a eu 1 an de travail d'ateliers qui ont été organisés en fait avec 3 niveaux de concertation. Une concertation entre les communes, puisque l'Eurométropole de Strasbourg, ce sont 33 communes, donc une concertation entre les communes pour discuter est-ce qu'on prend tous le même calendrier ou pas, comment on tient compte des différentes configurations communales, une concertation avec les habitants, et puis une concertation avec les acteurs économiques. Et tout ça a donné lieu à des réunions très régulières avec les acteurs économiques. Très vite, on a identifié différents sujets, celui de ceux que vous avez cités, à Madame Berthelot, les carburants disponibles, les modes d'avitaillement, la disponibilité effective d'alternatives aux véhicules qui existent aujourd'hui, les difficultés liées aux ruptures de charge et aux coûts que ça peut représenter et comment on peut les prendre en compte, la question des durées d'amortissement des véhicules. Dans le monde du transport, ce sont en général des véhicules qui roulent beaucoup, où du coup le renouvellement est relativement rapide et où on peut se projeter avec une certaine sérénité dans des renouvellements de véhicules dès lors que des solutions arrivent. Quand on est dans du compte propre, quand ce sont des commerçants ou des artisans qui trimballent eux-mêmes leurs marchandises, on est en général dans des délais de renouvellement beaucoup plus longs et du coup ce ne sont pas les mêmes questions qui se posent et pas le même accompagnement qui est nécessaire. Donc tous ces sujets, on les a identifiés au fur et à mesure. On a eu des ateliers de travail avec les acteurs concernés, avec les branches professionnelles concernées au sein de la chambre de métier, avec la Fédération des transports bien sûr, voilà, avec l'ensemble des acteurs pour essayer de monter ensemble quelque chose qui permette de trouver les meilleures solutions possibles tout en partageant bien l'objectif. Et ça, c'est tout aussi important dans la concertation qu'on a eue, c'est qu'à la fois ça a permis de mettre le doigt sur des tas de sujets. Je vais juste citer l'exemple par exemple des plaques W garage. J'ignorais totalement ce qu'étaient les W garages. Bon, quand on a commencé à travailler avec les garagistes, ils nous ont dit oulala, si vous tenez pas compte des W garages, vous allez flanquer des amendes aux gens quand on amène. Bon, très bien. On a pris note, on a prévu la dérogation, voilà. Dès lors que le sujet est soulevé, on peut le traiter. C'est quoi un W garage? C'est l'immatriculation provisoire. Ah, d'accord. Avant qu'un véhicule soit vendu à quelqu'un et donc soit pour de vrai immatriculé, il faut quand même bien qu'il puisse être acheminé jusqu'à la concession. Il faut éventuellement qu'on puisse faire un petit essai avec pour un client. Donc voilà. Donc là, il y a une plaque W garage. Vous voyez comment on apprend des tas de choses en faisant ce genre de concertation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez mentionné les ABF. Alors les ABF, c'est les architectes des bâtiments de France qui veillent jalousement à la sauvegarde du patrimoine. Voilà. Et ils ont bien raison. Mais à un moment donné, il faut aussi que la ville vive et évolue. Et donc voilà. Un quai au bord d'une rivière, c'est quand même, ça peut ne pas être trop horrible. En tout cas, on essaie de les en convaincre. Je finis juste sur l'autre atout, l'intérêt que je voyais à cette longue concertation que nous avons eue, c'est qu'elle permet aussi
d'ancrer la compréhension de ce que c'est que la ZFE. Il y a beaucoup de confusion autour. On a beaucoup aujourd'hui de la préoccupation de l'urgence climatique qui est liée aux émissions de CO2. C'est un sujet qui a été longtemps ignoré, qui heureusement est venu aujourd'hui beaucoup plus dans le débat public. Donc ça y est, tout le monde a bien en tête qu'il faut faire attention aux émissions de CO2. Or la ZFE, c'est autre chose. Le CO2, c'est pas bon pour le climat, mais c'est pas grave pour la santé, c'est pas grave pour respirer. Les émissions polluantes, notamment les NOx, c'est ça qu'on veut diminuer avec les ZFE parce que c'est néfaste pour la santé. Et malheureusement, dans l'Eurométropole de Strasbourg, comme dans beaucoup d'autres villes de France, nous dépassons de façon très fréquente les seuils définis par l'OMS et les seuils repères au niveau européen et au niveau français. Donc en fait, aujourd'hui, nous sommes dans l'illégalité, donc il faut qu'on baisse. Et puis au-delà d'être dans la légalité ou l'illégalité, c'est pas bon pour les habitants. Ça fait qu'il y a une prévalence des maladies respiratoires qui est plus forte. Et quand on en parle avec les chefs d'entreprise, tout de suite, ça leur parle. Ils disent, bah oui, mon petit-fils, il a des bronchiolites à répétition, c'est épouvantable pour sa famille. Tel collègue, il a été hospitalisé. Enfin voilà, ça parle. Et les chefs d'entreprise comprennent pourquoi on le fait. Et ça, c'est très important aussi, au fil de la concertation, que l'objectif poursuivi, qui est bien l'objectif d'intérêt général, soit partagé et approprié et qu'on puisse travailler sereinement ensemble à trouver les solutions d'accompagnement. Alors, ça aboutit pour nous, puisque chez nous, la ZFE est votée, à toute une série de mesures qui sont résumées dans un beau guide que nous avons fait, que nous avons distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la métropole à toutes les entreprises, qui est accessible sur le site internet et qui permet à tout le monde, particulier, professionnel, quelle que soit sa taille, d'accéder d'abord à une dimension de conseil qui est proposée par l'Agence du climat, qu'on a mise en place dès l'année 2020, où il y a une vingtaine de personnes aujourd'hui qui sont extrêmement expertes dans le domaine, d'une part de la rénovation énergétique des bâtiments, qui est un autre pan pour la transition écologique, mais aussi donc, sur tout le secteur des mobilités, pour identifier avec chaque entité, et donc chaque entreprise en l'occurrence, sa problématique par rapport à la ZFE. Parce que souvent, on a la tentation de se dire, voilà, aujourd'hui, mettons, je suis un artisan, j'ai 2 camionnettes de tel format. Voilà. Donc, demain, il me faut 2 camionnettes, pareil, tout pareil, juste en ZFE compatible. Or, quand on regarde l'usage réel, ben, peut-être qu'en fait, pour cet artisan-là, demain, ça peut être un vélo cargo à assistance électrique et effectivement une camionnette. Ou 2 vélos cargo à assistance électrique et ponctuellement la location d'une camionnette qu'on peut organiser avec des systèmes de type autopartage avec la chambre de métier ou avec sa branche parce que on peut trouver d'autres solutions. Donc on travaille vraiment sur l'usage et souvent quand on commence à travailler là-dessus, c'est compliqué parce qu'on a ses habitudes, donc on se projette dans la prolongation de l'habitude, mais quand on regarde l'usage, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de ce type de véhicule, qu'autre chose peut convenir et que finalement on s'y retrouve parce que souvent, fort heureusement, ces solutions-là, elles sont en plus moins chères. Et donc à l'heure où les carburants explosent, c'est bien pour tout le monde. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Donc, on a un premier tour d'horizon assez clair des problématiques du secteur. Je vous propose maintenant qu'on se penche en fait sur les détails opérationnels parce que c'est souvent dans les détails que se cachent les plus grandes difficultés. Monsieur Jacob, vous vous êtes intéressé plus particulièrement à la façon dont il faudra recharger tous ces camions électriques. Et c'est là qu'on se rend compte que le passage de l'expérimentation, qui est, bon, somme toute pas si compliqué que ça, à la généralisation devient complexe. D'après vous, quelles sont les solutions technologiques à mettre en œuvre ? Comment les valider et combien coûtent-elles ? Merci. Voilà, alors donc pour décarboner le transport en général, le transport routier et le transport de marchandises, il y a un panel de solutions et compte tenu des objectifs très ambitieux de décarbonation, il faudra évidemment les combiner. Alors je vais faire un petit panorama rapide pour vous dire un petit peu. Alors il y a les solutions qui sont aujourd'hui sur la table et qui sont bien connues. D'abord, il y a le gaz, qui est une solution qui est aujourd'hui disponible. Ça reste une énergie fossile, donc émettrice de CO2. Donc on peut dire que c'est une solution transitoire, c'est mieux que le diesel, mais ce ne sera pas la solution pour le zéro carbone. Il y a le biogaz. Alors, j'y viens. D'accord. Donc, après le gaz, effectivement, il y a le biogaz et les biofuels qui sont produits à partir de biomasse. Alors, la difficulté avec ces carburants, c'est qu'il faut de la biomasse. En Europe, il est interdit de convertir des surfaces agricoles pour produire de la biomasse, puisqu'il y a un problème de sécurité alimentaire. Alors, soit il faut l'importer d'autres régions du monde, et ça a un coût énergétique et de dépendance, ou bien il faut se contenter de la biomasse naturelle,
et elle est limitée en volume. C'est-à-dire que par rapport aux besoins de biocarburants, il n'y a pas que pour le transport, il y a d'autres besoins. La quantité de biomasse disponible à terme sera toujours très insuffisante. Donc c'est une solution qu'il faudra utiliser, mais on va dire une solution un petit peu d'appoint. D'autre part, pour la biomasse, il y a un problème qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on passe par du méthane. Le méthane a un pouvoir de réchauffement climatique à 25 ans qui est 80 fois plus grand que le CO2. C'est-à-dire que quand vous émettez 1 kg de méthane, vous réchauffez 80 fois plus l'atmosphère que pour 1 kg de CO2 à 25 ans. Donc il faut maîtriser les fuites. Or, ce n'est pas évident sur toute la chaîne, la production, le stockage, la consommation. Et les études montrent que si on a 3% de fuite, ce qui n'est pas énorme, on annule tout le bénéfice des biométhanes et des biofuels. Donc il faut faire très attention à ces usages. Mais c'est une solution qui peut compléter. Ensuite, on a ce qu'on appelle les e-fuels, donc ça consiste à refabriquer des carburants de synthèse à partir de carbone, d'hydrogène. Ce sont des solutions qui sont relativement complexes et chères, plutôt destinées à des marchés de niche comme l'aviation, peut-être le maritime. Je ne suis pas certain que ce soit économiquement viable dans le domaine du transport de marchandises. Alors après, la solution la plus évidente que tout le monde connaît, c'est les batteries. Donc, mettre des batteries dans les véhicules. Alors, la batterie, c'est un bon moyen de stocker de l'énergie et de le transporter. Sauf qu'il y a quand même quelques difficultés. D'abord, ça pèse, les batteries. Alors, il y a des progrès techniques, mais on n'arrivera pas à des batteries hyper légères. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, pour rendre aujourd'hui un poids lourd de 40 tonnes autonome sur 700 km, il faudrait à peu près 4 à 5 tonnes de batterie. C'est quand même énorme, et pour lui donner la moitié d'autonomie, c'est la moitié. Donc ça fait des masses importantes, ça fait des matériaux critiques. Dans les batteries, il y a des matériaux critiques qui ne vont pas être disponibles de manière illimitée. Aujourd'hui, on a environ 5% du parc des véhicules électrifiés dans des pays européens. Si on arrive à 90%, on va se retrouver en tension. Après, les batteries, ça consomme ça fait de l'émission si on prend l'ACV, l'analyse du cycle de vie complet. Les études montrent que si on électrifie le parc des véhicules sur batterie, par rapport au diesel, on va décarboner de 60%. C'est pas mal, on est encore loin des 100% parce que la production des batteries consomme de l'énergie, leur recyclage. Donc ça, c'est aussi un point qu'il ne faut pas perdre. Ensuite, il y a une question de coût. Alors certains disent que le coût des batteries diminue. Il a diminué, certes, dans les années récentes, mais il y a peu de produits, quand la demande explose, dont le prix continue à diminuer. Or, on va avoir besoin de 10 à 50 fois plus de batteries d'ici 10 ans qu'il y en a eu dans le passé. Les matériaux critiques sont là, et donc le prix ne va pas diminuer, voire pourrait réaugmenter. Entre 2021 et 2022, on a déjà eu des augmentations de 5 à 10% des coûts des batteries, et je pense que ce n'est pas fini. Donc, il y a un problème de coût aujourd'hui. Pour un poids lourd, par exemple, si on lui donne 700 km d'autonomie sur batterie, le coût des batteries va être environ 2 fois le coût du tracteur. Si on lui donne la moitié, ça sera quand même... Donc, ça fait des TCO importants. Il a été estimé que l'augmentation du TCO par rapport au diesel, si on fonctionne sur batterie, est de l'ordre de 40%. Et vu les marges des transporteurs routiers, il est assez peu probable que ce soit facile à absorber. Alors, on peut diminuer la taille des batteries à condition de pouvoir les recharger en route, donc d'avoir des bornes de recharge disponibles. Donc c'est une des solutions dont on parle beaucoup. Pour les voitures, ça fait à peu près le job. Il faut avoir un peu à l'esprit des ordres de grandeur. Pour recharger une voiture, il faut des bornes de recharge de l'ordre de 60 kW pour de la recharge rapide, 60 à 100 kW. Ce qui veut dire que pour aujourd'hui, vous avez des bornes de recharge sur certains parkings, il y a une dizaine de bornes, une douzaine de bornes, donc avec 700-800 kWh, ce kilowatt de puissance, ça fait le job. Demain, il faudra des parkings avec au moins 200 bornes pour les voitures, donc il faudra des puissances de 2 à 4 MW. C'est ce que dit Enedis, et ça va prendre plusieurs années, peut-être 10 ans, parce qu'il faudra renforcer des lignes. Mais pour les poids lourds, ce n'est pas la même histoire. Un poids lourd, ça s'arrête 45 minutes entre deux temps de conduite de 4h30. Et il faut qu'il recharge l'ensemble de sa batterie en 45 minutes. On ne peut pas dire aux poids lourds qu'ils vont attendre 1 heure ou 2 pour se recharger. Si on veut recharger un poids lourd, donc on lui donne, s'il veut faire 700 km, il lui faut environ 1250 kWh de batterie. Si on lui met la moitié, c'est-à-dire environ 700 kWh, pour les recharger en 45 minutes, c'est facile à calculer, ça fait 1 MW de puissance. 1 MW, je ne sais pas si vous vous rendez compte, chez vous, vous avez 10 kW de puissance. Donc ça fait 100 fois la puissance d'un appartement.
Pour recharger ça, c'est plus le câble de gros diamètre d'une Tesla. Il faut un câble refroidi, il faut des puissances, des tensions énormes. Et si on réfléchit en nombre de bornes, sur un parking d'autoroute, on n'imagine pas d'avoir moins d'une cinquantaine de bornes pour les poids lourds. Sinon, il y aura des queues, il y aura des attentes. Si vous mettez 50 bornes à 1 mégawatt plus des voitures, vous arrivez vite à 70 mégawatts par parking. Je ne sais pas si vous savez quelle est la puissance totale électrique installée sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. 35 mégawatts. Donc il vous faut sur chaque parking d'autoroute à peu près 2 fois la puissance d'un grand aéroport européen. Donc ça pose un problème. D'autant plus que vous ne pouvez plus passer en moyenne tension. C'est-à-dire le réseau Enedis ne fait pas l'affaire. Donc il faut du réseau RTE à 200 000 volts. Et là, pour faire une ligne à haute tension, c'est 10 à 15 ans. Il y a des études d'impact. Donc tous ces problèmes-là, il ne faut pas les perdre de vue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des bornes de recharge. Je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une solution. Il y aura des bornes de recharge, je pense, mais elles ne pourront pas assurer le job pour tout le monde. Donc ce sera un complément. Donc il faut mixer les solutions, une fois de plus. Il y aura des bornes de recharge, mais tout le monde ne pourra pas se recharger. Après, il y a l'hydrogène. On nous a dit l'hydrogène, l'énergie du futur, etc. Alors ça, c'est un vrai mythe. L'hydrogène n'est pas une énergie. Il n'y a pas d'hydrogène natif sur Terre, ou alors il faut aller la chercher sur Jupiter ou sur Saturne. Donc l'hydrogène, il faut le fabriquer. Aujourd'hui, il y a 90 millions de tonnes d'hydrogène consommées dans le monde dans l'industrie pour faire de l'acier, pour faire des produits chimiques. Et là, la molécule d'hydrogène n'est pas substituable. Et ces 80 millions de tonnes sont entièrement fabriquées par vaporéformage de produits d'hydrocarbures. Pour produire 1 kg d'hydrogène, on émet 11 kg de CO2. Donc c'est énorme, il va falloir décarboner tout ça. Juste pour vous donner une idée, si on électrolyse de l'eau pour fabriquer les 90 millions de tonnes d'hydrogène sur l'ensemble de la planète, ça consomme environ 15% de l'ensemble de la consommation électrique de la planète. C'est à peu près pareil en France. Si on voulait produire tout l'hydrogène qu'on consomme 1 million de tonnes par an, il faudrait environ 15% de plus d'énergie, c'est-à-dire 5 à 6 centrales nucléaires. C'est quand même pas tout à fait. Et ça, c'est pour décarboner l'hydrogène qu'on consomme hors transport. Si on rajoute le transport, c'est en plus. Deuxième problème, c'est que l'hydrogène, je le disais, n'est pas une source d'énergie, c'est un moyen de stockage de l'énergie. C'est-à-dire qu'on transforme de l'électricité en hydrogène, on le stocke et ensuite on peut l'utiliser. Donc, pour moi, c'est exactement comme l'hydrogène, c'est un porte-monnaie, l'énergie, c'est l'argent. Or, ce n'est pas à vous que j'expliquerai que le porte-monnaie, ce n'est pas l'argent. Vous pouvez avoir un très beau porte-monnaie, s'il est vide, ça ne vous fait pas de l'énergie. Si vous avez beaucoup d'argent et pas de porte-monnaie, vous avez quand même la richesse. Donc, l'hydrogène, c'est un porte-monnaie. Par contre, il a un inconvénient, c'est que si on regarde les rendements, quand on électrolyse de l'eau, le rendement est de l'ordre de 60%. Donc, on perd 40% de l'énergie déjà par l'électrolyse. Ensuite, 1 kg d'hydrogène, ça occupe 18 000 litres. Vous voyez le volume. Vous ne pouvez pas le stocker comme ça, il faut le comprimer. La compression vous consomme en gros 10% de l'énergie. Et ensuite, il faut retransformer votre hydrogène en énergie, soit en électricité dans une pile à combustible, soit en le brûlant directement dans un moteur à hydrogène. Et dans les deux cas, le rendement est de l'ordre de 50%. Et tous ces rendements ne s'amélioreront pas de manière significative dans les années à venir. Les experts, les chercheurs disent qu'on peut gagner 2-3%, mais ça ne sera pas beaucoup plus. Donc le rendement total, quand vous prenez 1 kWh pour électrolyser de l'eau et faire de l'hydrogène, et à la fin refaire de l'électricité ou produire de l'énergie, c'est 27%. On en revient au porte-monnaie. Qui d'entre vous prendrait un porte-monnaie magnifique, parfaitement sûr, vous mettez 100 €, vous en retirez 27. Voilà, c'est ça l'hydrogène, donc il faut le savoir. Ce n'est pas une solution impossible, mais il faut admettre qu'on dépensera 3 kWh pour en avoir un dans la propulsion. Et là, je me retourne à nouveau vers nos amis transporteurs routiers, je pense que ça sera un problème économique. Le coût de production sera relativement cher, ça restera cher, et ensuite, c'est pas tellement dangereux l'hydrogène, ça s'évapore, mais c'est très compliqué à transvaser, ça passe à travers tout, donc c'est assez coûteux. Bon, donc ça va être réservé. En plus, il va y avoir besoin d'hydrogène pour l'aviation, pour le maritime. Alors, j'en arrive à la dernière solution que nous recommandons pas mal avec d'autres collègues. C'est ce qu'on appelle l'ERS. Alors, ça part d'un concept tout simple. L'électricité, c'est très facile à transporter. Hein, ça se transporte dans les fils électriques. C'est compliqué à stocker. On le voit avec les batteries. Donc, à partir du moment où c'est une énergie qui est facile à transporter et difficile à stocker, la bonne idée, c'est de la délivrer directement au véhicule, là où il se trouve, et pendant qu'il roule. Et ce n'est pas une idée nouvelle. Nos ancêtres, enfin nos grands-parents, quand on est passé de la locomotive à vapeur qui transportait son charbon et son eau, donc toute son énergie,
à la locomotive électrique, personne n'a dit on va mettre des batteries. Alors, vous allez me dire, la technologie des batteries en 1900 n'était pas celle d'aujourd'hui, mais même, on a dit on va alimenter les trains en continu. Et ça marche très bien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose sur la route, alimenter les véhicules, et notamment les poids lourds qui ont besoin de beaucoup d'énergie, en continu le long des routes. Et c'est le concept de ce qu'on appelle ERS, Electric Road System. Alors, je ne vais pas le détailler, il y a une session cet après-midi à 16h qui va vous expliquer tout ça. En gros, il y a 3 technologies qui sont soit des caténaires, mais qui ne peuvent servir que pour les poids lourds. On ne pourra pas mettre des pantographes de 3 mètres au-dessus des voitures. Soit des systèmes de rails dans le sol avec des patins qui peuvent s'installer sur les routes, enfin les autoroutes, et qui peuvent alimenter l'ensemble des véhicules, ou bien des systèmes inductifs avec des bobines dans la chaussée, des bobines sur le plancher des véhicules, et sans contact, on peut récupérer de l'énergie. Ces 3 solutions ont des avantages, des inconvénients que je ne vais pas détailler, mais des études qu'on a menées pour la DGTM en 2021 avec énormément de parties prenantes, que ce soit des transporteurs, des constructeurs de poids lourds, des énergéticiens, montrent que si on équipait une dizaine de milliers de kilomètres d'autoroutes en France par l'ERS, notamment les autoroutes concédées, on ne serait jamais à plus de 150 km de n'importe quel point du territoire. Donc, on réduirait de 2/3 la taille des batteries. Il faut toujours garder des batteries, bien sûr. Les véhicules peuvent rouler sur le système électrique et charger leurs batteries. Donc, d'où que vous partiez, vous allez du point de départ où vous pouvez charger votre batterie chez vous ou au dépôt jusqu'à une autoroute électrique. Ensuite, vous pouvez rouler et charger votre batterie et ensuite aller livrer vos marchandises dans n'importe quel point du territoire à moins de 150 km et revenir ensuite sur l'autoroute électrique. Donc, c'est un système qui semble très vertueux. Bon, il y a des coûts, mais on voit que ces coûts sont tout à fait absorbables par les systèmes de financement concessifs en France ou autres ailleurs. Et les technologies sont expérimentées en France pour répondre à la question. Effectivement, il y a des projets qui ont été déposés dont on espère qu'ils vont être bientôt financés de manière à tester les différentes technologies sur des autoroutes, sur quelques kilomètres de manière expérimentale pour voir les avantages et les inconvénients de chaque technologie. Et après, les questions qu'il y aura, c'est de trouver un consensus au niveau européen pour éviter d'avoir des technologies différentes dans chaque pays ou d'avoir une bonne interopérabilité pour que les transporteurs puissent circuler à travers les États sans avoir à avoir trop de technologies différentes. Et donc, il va falloir aussi trouver un processus décisionnel au niveau européen qui permette à la fois de pousser le RS et de le rendre interopérable. Il y a, et ça je ne vais pas insister, ce sera peut-être l'occasion d'autres débats, mais il y a des lobbies qui ne sont pas forcément pour le RS pour des raisons économiques, parce que, évidemment, on transfère de la valeur des véhicules vers l'infrastructure, donc les bénéfices potentiels n'iront pas forcément dans les mêmes poches. D'accord. Alors, on a bien compris qu'il faut des porte-monnaies, des grands porte-monnaies bien remplis de billets. Bruno Klockner, le secteur des transports est un secteur qui est assez éclaté en ce qui concerne la taille des organisations. Et donc, XPO représente un des principaux leaders avec 3% de part de marché. Vous avez ainsi 8000 cartes grises réparties entre 3000 camions et 5000 remorques. Donc, ça commence à faire. Et donc, vous êtes convaincu qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, car l'activité logistique est une activité aux facettes différentes selon le lieu et la distance sur laquelle elle s'exerce. Ça, je pense qu'on l'avait déjà bien compris. Vous avez déjà mis en place un bridage des véhicules à 86 km/h, ce qui fait réaliser des économies de carburant sensibles. Et donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la démarche globale de XPO dans le cadre de la charte Objectif CO2 depuis de nombreuses années, et aussi sur le nouveau produit pour lequel vous avez gagné un prix hier soir, le produit LES? Merci beaucoup. Effectivement, comme on l'a vu, la complexité des nouvelles énergies se présente au transport, évidemment. Nous avons choisi depuis un peu plus d'un an maintenant avec l'équipe de direction de nous orienter vers un transporteur qui offre des solutions multi-énergie. Donc ça, c'est vraiment sous cet angle que nous présentons nos produits à nos clients. La charte CO2, pour nous, c'est le socle de toute notre action. En fait, cette charte CO2, nous y adhérons depuis 2008 et nous avons d'ailleurs gagné le trophée Eve pour la longévité de XPO dans le cadre de cette charte CO2. Nous avons également accéléré, et je vais vous parler de l'ES dans un instant évidemment, mais nous avons accéléré nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Depuis quelques années, nous étions à un rythme de 2,5%
réduction de nos émissions. Et nous avons pris l'engagement depuis l'année dernière d'accélérer ces réductions et nous portons cet objectif à 5,33%. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de tout le comité de direction. Et donc pour cela, nous avons opéré une vraie transformation de l'entreprise. Donc le produit LES aujourd'hui, c'est le résultat d'une année de travail, de beaucoup de réflexion. Je vais vous détailler le produit LES et puis ensuite on parlera des différentes actions de XPO. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir décerné ce trophée hier. Et en fait, LES, c'est un produit qui vient s'ajouter à la longue liste des actions de XPO. Nous avions engagé beaucoup d'actions pour la décarbonation des véhicules. Nous avons opéré une commande ferme de 65 véhicules électriques. Donc tous ces véhicules sont en train d'être livrés avec toute l'infrastructure aussi dans nos installations. Et nous avons une option sur 35 véhicules supplémentaires en fonction de l'adoption des clients. Nous avons renouvelé nos achats sur les véhicules au gaz. Nous sommes un pionnier du gaz. Depuis plus de 10 ans, nous opérons avec beaucoup plus de véhicules au gaz. Nous avons plus de 200 véhicules au gaz. Et nous avons renouvelé notre commande là très récemment avec les nouveaux Volvo. Et on s'est dit, bon, effectivement, l'accès aux nouvelles énergies, ça coûte cher. Un véhicule électrique, ça coûte cher. Un véhicule au gaz, ça coûte cher aussi. Le gaz coûte cher. Je pense qu'il n'y aura pas de miracle. Et l'énergie, d'une manière générale, elle va coûter de plus en plus cher. Et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait rendre accessible l'énergie qui puisse décarboner le fret de nos clients. Parce qu'en fait, nous sommes un intermédiaire entre les chargeurs et puis la destination finale. Et donc, notre rôle, c'est de proposer les différentes énergies disponibles à nos clients, de bien étudier les différentes solutions, les différents flux, et de faire la bonne recommandation à nos clients en type d'énergie. Donc ça, en termes de transformation, il a fallu former nos équipes. Ce n'est pas une mince affaire, hein, parce que quand on passe du diesel, qui est une mono-énergie, à toutes les énergies disponibles aujourd'hui, eh il a fallu embarquer toutes nos équipes dans cette aventure. Et depuis plus d'1 an, nous avons formé, nous avons acheté, nous avons fait beaucoup de choses pour être aujourd'hui, je dirais, dans cette position de leader de la décarbonation. Et donc le produit LES vient s'ajouter à cette liste, mais la particularité de LES, c'est qu'il est particulièrement adaptable à tous les budgets. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Nous, on n'est pas fabricant d'énergie, mais on a profité de ce nouveau biocarburant qui est le HVO, qu'on a trouvé fabuleux il y a un peu plus d'1 an. Et donc aujourd'hui, on injecte du HVO dans nos stations-service. Alors la particularité de XPO, c'est que nous avons 28 stations-service en France, donc on couvre tout le territoire et on alimente tous nos camions avec nos stations-service. On a injecté du HVO depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est assez réduit, c'est à peine 3% de HVO utilisé dans nos stations. Et donc, l'objectif, c'était de faire profiter de ce carburant à nos clients. Et donc, on a créé ce produit LES, marque déposée. On a déposé notre processus et on a demandé à DECRA de venir certifier, de venir délivrer un certificat sur la réduction des émissions. Alors, comment ça marche ? On injecte donc le HVO dans nos stations, on va voir nos clients et puis on établit un prévisionnel de consommation avec nos clients en fonction de la marchandise qu'ils ont à transporter. Et puis à l'issue de l'année, en fonction des marchandises transportées et en fonction du HVO commandé pour leurs marchandises, on sera en mesure d'établir la consommation de ce HVO et de délivrer un certificat validé par DECRA une fois de plus. Et ce certificat viendra certifier de la réduction des émissions grâce au HVO consommé dans les camions. Donc, en fait, c'est une consommation as a service, c'est-à-dire qu'on va vraiment facturer uniquement ce qui a été consommé. Et là, pour le coup, on a peu d'excuses sur le coût de cette énergie, puisqu'elle est effectivement un peu plus chère que le gasoil, en fonction des flux de l'ordre de 5 à 15%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut... alors nous, on est résolument optimistes avec l'équipe et vraiment, on est convaincu qu'il faut décarboner et on accélère ce mouvement-là. Effectivement, ça coûte cher, mais avec l'ES, on montre qu'il y a des solutions quand même très accessibles pour décarboner. Et je pense que les transporteurs ont une belle image aussi, parce que tous les transporteurs travaillent à la décarbonation aujourd'hui. Et en fonction de ce coût de l'énergie,
effectivement, il faut faire face. Et aujourd'hui, nous, on considère que l'ES et tout ce que l'on fait, la commande de véhicules électriques, commande de véhicules gaz, ça vient récompenser aussi tous les efforts qui ont été faits, mais ça vient récompenser aussi nos clients qui nous ont accompagnés, puisqu'on a mis en place, depuis plus d'1 an, une participation à la transition énergétique, donc un surcoût à la palette. Et ces clients ont joué le jeu puisqu'ils nous ont accompagnés. Et ça permet de financer nos actions. Et aujourd'hui, avec tous ces produits, ces actions, ces commandes, on vient prouver aux clients que cet engagement, cet effort financier qu'ils ont fait avec nous, on vient en quelque sorte récompenser cet effort par tous nos investissements et nos actions comme l'ES. Donc merci beaucoup pour le trophée d'hier. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on espère que ça va marcher du feu de Dieu. Annick Renou, on dit souvent que les données sont un nouveau carburant pour l'économie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Webfleet traduit en économie d'énergie ces données qui sont collectées de façon dynamique par vos équipements ? Effectivement, on accompagne en fait les entreprises, notamment dans le transport effectivement de marchandises, en installant des boîtiers au sein des véhicules, au sein des remorques, puisqu'en fait, pour mettre un plan de décarbonation en place, il faut savoir d'où on part, il faut fixer des objectifs. Or, effectivement, la data devient clé. Donc, on collecte de la data, on va définir, avec ces boîtiers, on va pouvoir analyser le comportement de conduite du chauffeur. Donc, voir quels sont les freinages brusques, les virages brusques, le manque d'anticipation qui génère effectivement une surconsommation de carburant. Et on va aussi mettre à disposition des chauffeurs des outils à bord pour aussi les accompagner dans cette réduction de consommation de carburant. Donc, nos outils permettent d'avoir des informations en temps réel. Donc, on travaille les causes finalement qui génèrent en fait la consommation de carburant. Et on va aussi optimiser la chaîne logistique, c'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition des outils qui permettent ou des applications qui permettent de mieux organiser les livraisons, de l'optimisation de tournée notamment. Là, on ne va pas être sur du poids lourd, mais on va être sur des véhicules utilitaires légers. Et on va éviter les kilométrages excédentaires. On va aussi équiper potentiellement des remorques, savoir quel est le niveau de charge, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de camions qui en fait font des retours pas complètement pleins. On sait que les remorques ne sont pas utilisées, il y a au moins 20% qui ne sont pas du tout utilisées, chargées. Donc on les aide aussi en fait à optimiser le chargement. On peut aussi se connecter avec des bourses de fret. On va donner toutes les informations qui vont permettre en fait de fluidifier la chaîne logistique, de savoir d'où on part et de travailler effectivement sur l'amélioration du comportement de conduite. Aussi, on va mesurer, nos outils permettent de collecter les informations relatives à la pression des pneumatiques, parce que le pneumatique, on est filiale Bridgestone, donc on est assez expert en la matière. Et en l'occurrence, on peut mettre des capteurs sur les pneumatiques qui nous permettent de savoir quel est l'état de gonflage. Et un sous-gonflage génère évidemment une surconsommation de carburant. Donc on met tous ces indicateurs en place. On peut faire des classements sur les chauffeurs afin de les aider effectivement à mieux conduire. On va rajouter potentiellement de la vidéo. On va aussi pouvoir rejouer avec eux les parcours qu'ils ont faits et ainsi les aider à améliorer leur comportement de conduite. Mais également, on va accompagner à la transition. Donc Anne-Marie disait qu'il faut analyser effectivement les usages. Et c'est extrêmement important et on a mis en place en fait des rapports d'électrification, potentiel d'électrification. C'est-à-dire qu'on va analyser les parcours, le temps d'arrêt, les kilométrages effectués par chacun des chauffeurs, aussi la zone dans laquelle ils opèrent. Est-ce qu'on est effectivement en interurbain? Est-ce qu'on est à l'approche d'une ZFE actuelle ou à venir? Et qu'est-ce qui est potentiellement électrifiable ou est-ce qu'on peut modifier en fait l'énergie? Donc on va aussi identifier, aider les entreprises, identifier ces véhicules qui peuvent basculer potentiellement sur un véhicule utilitaire léger, mais on est un des maillons qui va donner toutes les informations nécessaires pour aider à la décision. Ensuite, effectivement, il y a toute une réflexion par les entreprises, parce qu'aujourd'hui, quand même, le monde du transport, c'est des grands comme XPO, mais beaucoup de PME, hein, et en l'occurrence, on les aide dans cette première phase de digitalisation avec l'amélioration du comportement de conduite et de traiter toutes les causes qui génèrent trop de consommation de carburant. Ensuite, on la passe à la phase 2. Comment je peux retravailler ma chaîne logistique pour potentiellement basculer sur d'autres modes de transport? Et en effet, on a du véhicule utilitaire, mais on va avoir du vélo cargo, ce genre de choses. Et c'est avec ces outils-là qu'on va accompagner effectivement cette décarbonation du monde du transport.
Merci beaucoup. Alors Constance, maréchal d'Heureux, je termine avec vous pour ce premier tour de questions. France Logistique, c'est donc une nouvelle association qui est arrivée dans le paysage institutionnel il y a à peu près 2 ans. Non, on est en 2023. Et qui a une vision globale de la filière. Donc, que promet France Logistique comme solution, j'ai envie de dire au pluriel maintenant, de décarbonation, et quelles sont les conditions économiques pour que ces solutions technologiques deviennent des réalités opérationnelles dans le quotidien des acteurs de la filière. Pardon. Alors, je vais reprendre le titre de la tribune de ma présidente Anne-Marie Drac de lundi, qui reprend un peu différemment mais ce qu'a dit Florence. Regardons les choses en face ensemble. Alors peut-être sur la partie regardons les choses en face, pareil, je ne vais pas redire ce qu'a très bien dit Monsieur Jacob. On se rend compte que c'est horriblement compliqué parce que c'est sur la partie peut-être solutions techniques que vous avez indiqué. Toutes les solutions ont leurs avantages, mais toutes ont leurs inconvénients parce que les conflits d'usage avec d'autres usages, transport, voire hors transport, parce que les autonomies, parce que les matériaux, parce que les métaux, parce que etc. etc. Et donc c'est vrai qu'on est passé peut-être il y a un peu 2-3 ans de Yaka Faucon et pourquoi les camions ils sont pas tous hydrogène, etc. Oups, c'est vachement compliqué en fait. Et si finalement les transporteurs ils sont pas tous déjà, il y a des bonnes raisons, c'est parce que c'est pas simple. Donc voilà, le regardons les choses en face a au moins permis de faire comprendre aux gens qu'on a envie d'y aller, le secteur veut y aller, mais si on n'y est pas encore complètement, c'est pas notre faute, c'est parce que c'est objectivement compliqué. Et le ensemble, pareil, comme l'a dit Florence, c'est un triptyque et même 4 acteurs qui sont concernés, voire 5. Enfin, on se rend compte que plus on tire la pelote, plus on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres acteurs concernés. Il y a effectivement sur la solution technologique, les 3 acteurs, c'est le transporteur, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que la solution elle corresponde à son usage. Et ça, comme vous l'avez aussi dit dans le Covid, si on a une solution mais qui ne permet pas de répondre et d'apporter le bon produit au bon endroit au bon moment, ben, à un moment donné, les Français ne pourront plus manger. Donc il faut une solution technique. Il faut que ça corresponde aux besoins des transporteurs. Et ça, dans les travaux Task Force, maintenant feuille de route, on a commencé par demander aux transporteurs, mais de quoi vous avez besoin ? Et on s'est là aussi rendu compte que beaucoup de gens ont fait « Ah oui, c'est pas si simple ». Bon, donc il faut que ça reste les transporteurs, il faut qu'il y ait le véhicule, il faut qu'il y ait l'énergie. Effectivement, sur la partie énergie, on se rend compte que dans la suite des travaux, c'est peut-être vraiment là-dessus qu'il va falloir creuser. Donc sur la solution technologique, on est aujourd'hui plutôt ce qui ressort des travaux qui vont être remis très bientôt, c'est mix énergétique. C'est pas fromage ou dessert, c'est les deux, voire le café gourmand avec un peu de tout, quoi. Parce que on veut changer. Voilà, tout a du bien, du pas bien. On voit que aujourd'hui, la seule solution qui existait depuis de quelques années, qui n'était pas les diesels, c'était le gaz, les biogaz. Ben, il faut sûrement un peu continuer. Il y a les solutions plus récentes qui arrivent sur la table qu'il faut augmenter, typiquement les batteries, etc. Mais il y en a peut-être d'autres. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment continuons à travailler, trouvons les solutions qui fonctionnent sur la partie technologique. Mais comme ça a été aussi beaucoup dit par plusieurs des acteurs, et c'est la deuxième partie de votre question, quand on parle économique, on rajoute au moins 2 types d'acteurs, voire 3 dans le ensemble, qui sont, parce que toutes ces solutions, on se rend compte, il y a un besoin d'investissement pour la transition énergétique qui est énorme, ça se compte en milliards d'euros. Donc là, effectivement, on commence à retourner vers l'État, alors qui met, c'est très bien, et on est très content parce qu'on s'est déjà battu pour. Et c'est par rapport à ce qu'on avait, on est passé de 9 millions l'année dernière pour aider 80 camions à une annonce a priori de 55 millions cette année qui va devoir aider de l'ordre de 500 camions. Enfin, on en immatricule 50 000 par an, donc 550 000, il y a encore quelques zéros à ajouter. Mais peut-être que l'État ne peut pas tout. Et effectivement, comme le disait Monsieur Klockner, on parle aux chargeurs. Mais peut-être après, on n'y est peut-être pas encore, mais le chargeur lui-même, alors il a plus ou moins des marges plus ou moins importantes, mais pour certains produits, le coût de transport n'est pas négligeable, donc ça va finir aussi par se répercuter jusqu'au consommateur. Donc voilà, on sent que c'est des sujets compliqués, qu'il faut creuser toutes les solutions, il faut avancer, mais ça sera long et coûteux. On en est au début, on est tous motivés, mais il faut qu'on continue de travailler ensemble. Et j'aborderai, peut-être on y reviendra pour la suite, parce que je ne veux pas tout déflorer, mais effectivement, c'est
il faut, enfin, peut-être juste le message complémentaire en plus, il ne faut pas s'arrêter à la partie, là on a quand même, j'ai plutôt résumé peut-être la partie transition énergétique de la flotte en tant que telle, mais il faut réfléchir de façon plus large sur la transition écologique de l'ensemble des chaînes logistiques. Et là, ça demande de travailler sur l'expression de la demande par les chargeurs, sur la massification, sur la mutualisation. Mais là encore, il y a des leviers d'amélioration et on y croit. Mais ayons conscience que les transporteurs, ils ne font pas du tout n'importe quoi et qu'aujourd'hui, il y a certaines idées reçues qui sont fausses, notamment quand on compare avec le transport de voyageurs. En marchandises, il n'y a pas d'autosolisme. Les transporteurs, ils ne mettent pas un camion avec une seule palette dedans sur la route. Ils sont pas, économiquement, ils ne sont pas fous. De la même manière, le transport en commun par bus, nous, ça s'appelle le transport par camion. Donc, il y a évidemment des choses qu'on peut améliorer. Mais là encore, c'est sûrement pas si simple parce qu'on est des acteurs économiques rationnels avec des marges faibles. Et donc, ce qui est rentable, on l'a déjà fait. Merci beaucoup. Effectivement, enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça frappant. Enfin, j'avais écrit il y a quelques années une tribune qui s'appelait « Et la logistique bordel », parce qu'en fait, on avait l'impression, à écouter en fait les économistes, que en fait dans les villes il y avait que des gens en voiture et qu'il n'y avait pas des gens qui transportaient des choses. Et alors, il y a eu beaucoup de chiffres, mais à titre d'information, tous les jours à Paris il y a 30% de nourriture en trop qui arrive, mais au bout de 3 jours à Paris on meurt de faim. Il n'y a plus rien. En fait, c'est 3 jours. Enfin, c'est rien quand même. Faut avoir un petit peu ça en tête. Alors, donc, merci beaucoup pour cette transition, Madame Maréchal d'Heureux, qui est parfaite. Donc, Monsieur Jacob, je vous redonne la parole. Alors, rapidement, puisqu'on a mangé 1 heure de notre table ronde, il nous reste encore 30 minutes, ce qui est très luxueux d'avoir 1h30, mais j'aimerais bien qu'on réussisse à prendre quelques questions de la salle à la fin. Donc, on va tous essayer d'être un peu plus concises et concis. Donc, au-delà des solutions technologiques, donc on a évoqué assez largement, et merci beaucoup pour votre panorama très complet. Quelle évolution attendre de l'écosystème du transport de marchandises dont la souplesse est finalement une des forces principales? Oui, alors effectivement, l'écosystème du transport de marchandises va sûrement évoluer. Là, je parle sous le contrôle des professionnels, je n'en suis pas un. Je pense que le véhicule universel qu'on a connu aujourd'hui, le véhicule diesel qui peut faire à peu près tous les usages, ça va probablement évoluer. Il y aura forcément des véhicules un petit peu plus adaptés aux différents usages. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut multiplier trop le nombre de véhicules. Ça a des coûts, mais il faut les adapter. Par exemple, si on parle du poids lourd sur batterie, ça on en a beaucoup parlé, le dimensionnement des batteries peut être adapté. Je crois qu'une majorité des trajets de transport marchandises sont à moins de 200 ou 250 km. Donc on n'a pas forcément besoin que tous les poids lourds aient 700 ou 800 km d'autonomie. Selon leur trajet, on peut leur adapter leur batterie. Ensuite, les solutions de recharge, on en a parlé, peuvent être adaptées. La meilleure recharge, à la fois pour la longévité des batteries et le coût, c'est la recharge au dépôt ou à domicile. À la fois, les recharges lentes sont bien meilleures pour la durée des batteries et elles sont moins chères. Mais quand on a besoin d'une recharge rapide parce qu'on est en dehors et qu'on a un business, il faut qu'il y ait la possibilité de le faire sur certains créneaux. Ensuite, il y a l'urbain et l'interurbain. Donc en urbain, les distances sont relativement plus courtes. Il y a des arrêts. Donc notamment pour les véhicules de livraison urbaine, on peut imaginer des recharges pendant les temps de livraison, aux arrêts. Il y a des systèmes, j'ai parlé tout à l'heure de l'induction pour le RS, mais l'induction en statique, ça marche très bien. Et on peut faire des recharges, ce qu'on appelle du biberonnage, des recharges partielles pendant les arrêts. Ensuite, il y a aussi, en termes de flotte de véhicules, par exemple pour les VUL, on sait que beaucoup de VUL sont spécialisés à des adaptations. Donc il y a des systèmes de rétrofit qui permettent de ne pas forcément changer complètement de véhicule, mais de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique à moindre coût et de faire le job, pas forcément avec des autonomies de 500 km, mais pour des trajets de 50 à 100 km, c'est faisable. Ensuite, évidemment, le RS semble une solution. Je n'ai pas non plus dit que c'était la solution universelle, mais ça doit pouvoir aider notamment pour tout ce qui est la longue distance et l'international. Ensuite, l'hydrogène, malgré ce que j'ai dit, n'est pas non plus à écarter totalement. Il y aura sans doute des niches. J'ai entendu dire, par exemple, dans les zones alpines, s'il y a des livraisons à faire en altitude, enfin dans des villages écartés, il peut y avoir besoin de pas mal d'énergie et avec peu de bornes de recharge. Donc le système de l'hydrogène peut être adapté à certains. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les Suisses sont les premiers à avoir mis en service quelques dizaines de véhicules à hydrogène. Alors évidemment, ça coûte cher. La Suisse est relativement riche.
La Suisse a beaucoup d'hydroélectricité, donc le rendement de l'hydrogène est un peu moins critique. Donc il peut y avoir des niches comme ça, ou des zones où il n'y a pas forcément de bornes de recharge. Donc je pense qu'il va falloir combiner tout ça, tout en ne perdant pas de vue que le principal atout effectivement du transport routier de marchandises, c'est de pouvoir faire du point à point sans rupture de charge. Et ça, je pense, sous le contrôle de fédération, il n'est pas question de dire qu'il va falloir faire des ruptures de charge. Il y a des modèles qui ont été proposés, mais qui semblent peu viables, de dire on pourrait faire, si on fait de l'ERS, des tracteurs dédiés sur la zone ERS, puis on changerait de tracteur, etc. Je pense que les professionnels nous expliqueront rapidement que c'est difficilement viable et que ça complexifierait. Donc il faut penser à garder la souplesse du transport routier de marchandises, le fait que les véhicules puissent faire l'ensemble du job, même s'ils sont adaptables et modulables. Donc le véhicule doit être modulable, il ne faut pas non plus vouloir des solutions trop complexes. Voilà. Et puis, il faudra aussi penser une chose, c'est que l'électrique, il y aura des aléas. Il y aura toujours, la borne de recharge n'est pas disponible, même le système ERS est partiellement en panne. Et donc, si un véhicule se trouve en cours d'électricité, il ne faut pas qu'il reste au milieu de la voirie. Donc, il faudra aussi penser à avoir des solutions. Aujourd'hui, quand un poids lourd éclate un pneu, en une demi-heure, on a un véhicule qui amène et qui peut remplacer le pneu. Eh bien, je pense que pour les batteries, il faudra aussi des systèmes de recharge rapide en cas de dépannage. C'est une chose qu'il faudra sans doute prévoir, parce qu'on ne peut pas admettre qu'un poids lourd reste sur le bord de l'autoroute parce qu'il n'a plus d'électricité pour une raison ou pour une autre. Alors, merci beaucoup. Alors, juste un point, quand j'avais préparé une autre table ronde au mois de février avec quelqu'un de la DGEC et qui m'avait dit, donc la Direction Générale Énergie-Climat, et qui m'avait dit, Madame Vauquier, n'imaginez quand même pas que le système actuel est tellement parfait qu'il n'y ait aucun caillou en fait dans celui-ci. On passe notre temps à régler des problèmes. Donc quand on nous dit que l'électrique ça va être plus compliqué, le thermique c'est déjà en fait compliqué. C'est juste que vous le voyez pas parce que en fait on a l'habitude de régler les problèmes suffisamment vite pour pas qu'ils apparaissent au grand jour. Donc voilà, je trouve que ça c'est important de se redire que aujourd'hui on est quand même pas en train de quitter un truc qui marchait absolument parfaitement bien pour quelque chose de très compliqué. Il y a aujourd'hui, enfin on l'a bien vu avec les grèves, sur le carburant, etc. Il y a d'autres sujets qui se posent, mais justement on les voit pas trop. Madame Renou. Moi, j'ai envie de vous poser la même question sur ces évolutions, mais du point de vue des données. Et est-ce qu'il existe encore, à votre avis, des données qui ne sont pas collectées et qui pourraient contribuer à faire évoluer le système? Des données produites par le consommateur final, par exemple? Aujourd'hui, effectivement, on a trop de données. Je vais un peu dévier votre question, c'est-à-dire que pour moi, on dispose d'énormément d'informations. L'entrepôt, comme il s'est digitalisé, finalement, il envoie de l'information. Le camion est digital, il communique. On parle même de camions communiquant entre eux, le V2V. Et le camion devenant autonome, il va communiquer donc avec son environnement extérieur également. Donc en fait, on a de plus en plus de sources de data. La problématique, c'est de trouver le bon algorithme qui va mettre en forme ces informations pour permettre à l'entreprise de prendre les meilleures décisions, d'y ajouter un peu d'intelligence artificielle pour modéliser et aller plus sur du prédictif. Et c'est ça, finalement, l'avenir. Et quand je parle de prédictif, là, je vais répondre à votre question. Oui, l'utilisateur final, en fait, sera impliqué dans la boucle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commande chez X ou Y et on vous dit livraison demain. Mais est-ce que vraiment on avait besoin de ce produit demain? Pas forcément. Et je pense qu'effectivement, l'avenir, il sera là aussi. Quand tout ça, toute cette chaîne logistique ira jusqu'au consommateur final qui aura un choix. Est-ce que finalement, j'accepte d'attendre 48 heures et d'avoir finalement un transporteur qui peut remplir la totalité de sa remorque et du coup, je contribue à mon environnement et quelque part, j'ai des crédits décarbonation. Là, effectivement, l'utilisateur final sera impliqué en fait dans cette chaîne de décarbonation. Aujourd'hui, c'est pas encore suffisamment fait. Merci beaucoup. Alors, c'est... Pardon aux intervenants, mais je crois que je vais adapter un petit peu mes questions parce que en fait, le premier tour de questions a été assez long et puis en fait, comme on est dans des réflexions systémiques, vous avez tous un peu anticipé sur les questions que j'avais préparées, donc c'est très bien. Si on en revient justement à cette dimension du consommateur final, moi j'aurais peut-être envie de finir un petit peu là-dessus. Constance Maréchal d'Heureux, donc France Logistique, c'est une structure qui a à peine 3 ans. Elle devrait plutôt fêter ses 30 ans
ans ou c'est 60 ans, là maintenant, en fait. C'est quoi les messages principaux que cette association a portés? Est-ce que vous avez déjà une réflexion justement sur cette idée de sortir du cercle des sachants pour aller vers le consommateur? Parce que, alors, certes, le e-commerce, c'est pas encore la majorité des commandes, mais c'est un secteur qui ne fait que croître. Et du coup, on se retrouve tout à chacun en fait impliqué beaucoup plus dans le système qu'auparavant. Est-ce qu'il y a déjà cette vision-là chez France Logistique? Alors, avant de rentrer directement sur la partie demande de transport, peut-être le message principal et la raison d'être, enfin la raison de la création de France Logistique, c'était de se dire les chaînes logistiques avec des maillons qui bougent, qui sont dans une partie dont on s'est occupé aujourd'hui, mais aussi des maillons qui bougent pas, voilà, les transporteurs, les entrepôts, etc. C'est essentiel. On ne peut pas construire un bâtiment, on ne peut pas remplir une usine, on ne peut pas avoir des produits dans des cantines sans que les marchandises soient au bon endroit au bon moment, encore une fois. Et c'est un secteur essentiel, 2 millions d'emplois, pas loin des coûts de 10% du PIB, et parce que c'est pas si simple, parce qu'il est un peu partout, un peu nulle part, justement, c'est pour tous les secteurs de l'économie, donc il n'y en a pas un seul forcément qui se sent en légitimité de le pousser, on s'en occupait peut-être pas assez. Et donc notre premier message, c'est de dire que les chaînes logistiques, c'est essentiel pour notre vie quotidienne, c'est essentiel pour la décarbonation, parce qu'on fait quand même 10% du CO2, mais c'est à peu près équivalent à notre poids dans le PIB, donc c'est pas non plus il ne faut pas nous voir comme des grands méchants. Si on veut faire évoluer nos modes de production, de consommation, et j'arrive à la demande, il faut que le transport de marchandises doit l'accompagner, parce que si on produit plus d'éoliennes, et on transporte moins de pétrole, ça fait pas la même chose, pas les mêmes produits, ça fait plus de transport exceptionnel, moins de camions-citernes, etc., etc. Donc c'est vraiment, on est un secteur qui est au service de toute l'économie, de toutes les politiques publiques, à partir du moment où il y a des produits physiques, ce qui quand même arrive assez vite, sauf peut-être dans la banque et l'assurance. Donc notre premier message, c'est il faut s'en occuper. C'est vraiment, il faut qu'on continue à travailler ensemble pour s'occuper de ce secteur qui est essentiel à toute l'économie. Sur la partie demande, peut-être moi dans votre question, parce qu'on l'entend beaucoup et parfois ça nous fait quand même un peu mal d'être réduit au e-commerce, dans l'activité logistique, alors c'est très très grossier, mais enfin entre commerce et industrie, on est plutôt moitié-moitié. Et le e-commerce, alors ça monte, mais c'est 15% du commerce. Donc il ne faut pas nous réduire à la partie commerce. Et quand on parle d'évolution de la demande de transport, tout le monde pense à l'évolution de la demande du consommateur dans la partie e-commerce, qui est quelque chose sur lequel il faut travailler, et évidemment il faut travailler, mais je pense qu'il ne faut pas la réduire à cet acteur-là. C'est tous les chargeurs, quels qu'ils soient. Comme je disais, si à terme on décide de construire moins de maisons neuves et de faire de plus de rénovation, ça a aussi des enjeux de transport. Si on demande de relocaliser l'industrie, ça fait plus de logistique en France. Parce que malheureusement, la meilleure façon pour réduire le transport de marchandises en France, c'est de désindustrialiser la France. Parce que quand on importe, on a un flux. Parce que par exemple, j'importe un paquet de pâtes, j'ai un flux, c'est le flux de paquets de pâtes. Si je fabrique mon paquet de pâtes en France, j'ai un flux pour transporter les grumes de bois à l'usine qui va faire les pâtes à papier, puis la pâte à papier à celui qui va faire le paquet de pâtes, puis le blé à la meunerie pour faire la farine, puis la farine, etc., etc. Donc il faut avoir en tête que il faut travailler ensemble, et quand on parle de demande de transport, elle est plus globale que le seul consommateur. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a une étude en cours du ministère des Transports sur le sujet, donc on commence, mais c'est amplifié. Parfait, merci beaucoup. Effectivement, en fait, je pense que juste que sur cette histoire de... En fait, on ne peut agir que sur ce qu'on voit. Et sur, ce qui n'est pas compté ne compte pas. Je pense qu'il y a énormément de gens qui mesurent absolument pas en fait l'importance de la logistique. Enfin, moi, je suis très contente que dans ce salon il y ait cette table ronde et qu'on ait autant de temps pour en discuter, parce que je pense qu'on aura fait avancer beaucoup les choses. Florence Berthelot, donc la FNTR rassemble un peu plus de 40% du secteur. On a compris que les acteurs ne demandent pas mieux que de répondre aux exigences environnementales. L'argent est le nerf de la guerre, mais au-delà de cet éléphant dans la pièce, que proposent vos adhérents pour faire évoluer le secteur de façon systémique ? Mais globalement, on ramène tout ça à des questions d'argent, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Mais je rebondirai sur ce qu'a dit Constance, parce que quand on parle du consommateur, tout le monde pense e-commerce. Mais en réalité, je le dis très souvent, nous sommes tous des acheteurs transport. Tout acte de consommation est en fait un acte d'achat-transport. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'on vit, je crois, dans un monde où aujourd'hui, les gens ne savent plus comment les choses arrivent.
que ça paraît naturel. Ça paraît naturel d'avoir des tomates en plein hiver. Non, c'est pas naturel d'avoir des tomates en plein hiver. Elles sont soit sous serre, mais souvent importées. Et globalement, on a un travail, nous, d'abord, de bien faire connaître ce que fait le transport. Alors, c'est pour ça que vous voyez nos campagnes, si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. D'ailleurs, on va faire évoluer cette campagne encore cette année pour bien rappeler, notamment sur les réseaux sociaux, que voilà, et notamment aussi à une population plus jeune, qui est parfois un peu contradictoire, et il faut savoir. Je parle d'expérience en tant que maman, quand on vous livre 3 fois un samedi matin quelque chose à domicile, mais ça on est dans le e-commerce, mais qui ne se rend pas compte que voilà, je voudrais un mode de vie plus sobre, plus écolo, etc. Mais qu'en réalité, il faut tout changer. Et donc ça, il faut le faire comprendre que les choses arrivent par camion. Il ne faut pas le traiter comme l'ennemi. Nous, on dit souvent qu'on restera le mode majoritaire à plus de 75%, même si le ferroviaire double sa part modale, même si le fluvial double sa part modale. Donc globalement, à chaque fois qu'on est sur la logique de la décarbonation, il ne faut pas tomber dans le travers de on va décarboner les transports et donc on aura fait l'essentiel. En réalité, ça suppose de changer totalement l'approche et industrielle et notre mode de vie. Alors évidemment, quand on dit ça, ça devient beaucoup plus ambitieux et les gens ont un peu une apnée sur la question. Et que globalement, nous, on le regrette, mais le transport n'est pas payé à son juste prix. Monsieur Jacob le disait, on a des marges de 1 à 2% les bonnes années. Compte tenu de la sophistication qui est mise en place, des solutions comme celle que XPO aussi a mise en place, il faut que là-dessus, les gens comprennent que le transport, ça ne va pas de soi, qu'il y aura forcément un coût et que ce coût financier permettra justement à tout le monde d'aller vers une meilleure décarbonation. Maintenant, c'est un vaste sujet. Nous, ce qui nous inquiète plus, c'est les délais. Là, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, il y a tellement d'inquiétudes devant l'urgence climatique, notamment, mais les ZFE répondent aussi à des enjeux de santé publique, que tout le monde dit, bon, allez, hop, en 2025, il faut avoir fait ça. En 2030, il faut avoir fait ça. Mais là, pardon de le dire, sur certains sujets, c'est de l'incantation pure. Et nous, quand on le dit, vous êtes opposés à la décarbonation. Non, on est simplement réaliste parce que nous, on a vraiment les mains dans le cambouis, si je peux dire, et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas être possibles tout de suite. Et que on ne peut pas être les seuls à faire des efforts. Ça va être un effort collectif. Et que globalement, je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien conscience que cet effort est complètement collectif. Et que ça ne sera pas à dire les transporteurs faites, les constructeurs faites, les énergéticiens, tout ce qu'on a dit, mais en réalité, tout le monde est impliqué et tout le monde doit prendre sa part. Merci beaucoup. Bruno Kloeckner, donc vous êtes, votre entreprise est engagée de très longue date dans cette évolution, on l'a compris. Vous avez une politique RSE qui est très ambitieuse. Sur quel sujet allez-vous travailler dorénavant ? Eh bien, on va continuer à travailler sur les sujets d'actualité. Donc, on va continuer à travailler sur l'électrique, le gaz, les biocarburants, comme je le disais. On investit beaucoup sur le multimodal en ce moment. On est très connu. On a une vitrine pas très loin d'ici sur le quai de la Bourdonnais. On alimente tous les magasins Franprix aujourd'hui avec une barge qui livre les caisses et que nous livrons ensuite avec des camions gaz pour éviter les NOx. Donc, partante, on a vraiment un savoir-faire dans ce domaine-là et on veut capitaliser là-dessus pour développer différents projets multimodaux. Un projet multimodal, ça prend du temps. On a 3 projets majeurs en ce moment et ça prend beaucoup de temps. On travaille sur ces projets-là depuis presque 2 ans parce qu'autour de la table, il faut mettre beaucoup d'acteurs des pouvoirs publics. Il faut mettre aussi autour de la table 2 clients. Parce qu'il faut avoir les contreflux. Donc le projet multimodal, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais qui est de longue haleine. Ensuite, on investit beaucoup dans le digital. Et effectivement, on a beaucoup de données à agréger et à analyser. Et le digital est important aussi pour maximiser le chargement des camions. On parle de slow economy, c'est un concept très intéressant. Mais là aussi, ça appelle aux consommateurs et à la sagesse du consommateur pour étendre les délais de livraison. Voilà, des concepts comme ça qui sont intéressants, qui arrivent sur le marché. Le dernier point, c'est que je voulais insister sur l'association de l'humain avec la décarbonation.
à chaque fois qu'on engage un projet de décarbonation, alors on l'a vu avec l'ES hier, l'équipe était là et on voit la joie de l'équipe d'être récompensée. Je peux parler aussi du camion électrique, l'association du camion électrique avec des conductrices. Je pense que c'est intéressant aussi, puisqu'il faut féminiser notre profession et on travaille beaucoup dans ce sens. J'ai une autre action sur laquelle on a engagé de gros travaux. Tout à l'heure, vous parliez des renouvellements de camions. C'est vrai que notre modèle auparavant était de changer les camions tous les 3 ans. Ce modèle-là, il a été mis à mal avec le Covid et puis ensuite avec les semi-conducteurs. Et finalement, on en a fait une opportunité. On a lancé ce qu'on peut appeler de l'économie circulaire dans le transport. Et nos camions aujourd'hui, et c'est là aussi où l'association humain avec la décarbonation est intéressante, puisque nos camions, aujourd'hui, une partie de nos camions est complètement remise en état. Des camions qui arrivent à 500 000 km. Auparavant, on les vendait ou on les restituait. Aujourd'hui, pour reposer un peu la planète et puis pour faire aussi des économies et des réductions de gaz à effet de serre et des économies sur la matière première, on repose la totalité des pièces majeures du camion, on redémonte le camion et on le remet complètement en état et on le remet à neuf et il repart pour 2 ans. Donc ça, c'est nouveau. On va continuer à nous améliorer dans ce domaine. On a fait 300 camions l'année dernière, donc 300 camions qui sont remis complètement en état. On vérifie évidemment l'intégrité du camion. La sécurité pour nous, c'est majeur. Mais ça, c'est un axe de travail intéressant. Je voudrais rajouter, quand on parle de toutes ces énergies-là, on fait face à énormément de contraintes et on l'a vu avec Monsieur Jacob. Mais je pense que toutes ces contraintes, en fait, sont des opportunités qui se présentent à nous. On est sur un salon de l'innovation avec de belles têtes bien pensantes et qui innovent en permanence. Et je pense que toutes ces contraintes, on y trouvera des solutions. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est qu'on a testé notre camion électrique pendant 1 an avant de s'engager dans une forte commande. On avait un certain nombre de batteries sur ces camions, sur le camion test. Et ce camion test nous a permis, par exemple, de réduire le nombre de batteries. On a vu comment optimiser le chargement, comment optimiser le nombre de batteries, comment optimiser les temps de recharge. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un phénomène de rupture, mais qui présente énormément d'opportunités. Donc, un exemple avec ce camion électrique, mais on a beaucoup d'autres exemples. J'ai rencontré quelqu'un hier, je vais vous donner un autre exemple, sur les chargeurs de batterie. Il m'a été dit, il y a quelques mois, il m'a été dit que sur les chargeurs de batterie, il n'était pas possible de stocker l'énergie. Il n'était pas possible de stocker l'électricité. Et hier, j'ai rencontré un exposant qui me dit, mais moi, je fabrique des chargeurs qui stockent de l'énergie. Voilà. Donc, je pense que c'est un bel exemple de l'évolution. Et une fois de plus, on est dans un moment de rupture incroyable, mais qui est gorgé d'opportunités. Voilà. Merci beaucoup pour cette parole optimiste. Madame Jean, du coup, je voudrais terminer cette table ronde avec la parole d'une élue et donc une représentante de la population. Vous, ça serait quoi votre message du coup pour les particuliers de là où vous êtes pour aider à réussir cette transition de la livraison vers une livraison durable économiquement et écologiquement? Ça serait un petit peu ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire c'est de mieux comprendre tout ce qu'il y a derrière, parce que voilà, ça a déjà été dit, les gens sont parfois un peu contradictoires, parfois même beaucoup. Ils râlent parce qu'il y a un vélo de livraison qui va passer à côté d'eux dans la ville, ils râlent parce qu'il y a des camions, etc. Mais en aucun cas, ils ne voudraient que leur supermarché ne soit pas approvisionné, que le bistrot dans lequel ils vont prendre une bière n'ait pas eu de bière, et puis ils aiment bien quand ils ont envie d'une pizza, d'un claquement de doigts, que la pizza arrive en 30 minutes chez eux. Donc il faut juste à un moment donné se rendre compte qu'on ne peut pas vouloir tout et son contraire et qu'il faut un peu de cohérence dans les choses. Ce que j'aimerais dire aussi sur en tant qu'élu, au-delà donc du message aussi porté que je partage complètement vis-à-vis des citoyens, c'est le pouvoir que peut avoir l'action publique pour faire bouger les choses. Parce que ces questions d'enjeux environnementaux, que ce soit des enjeux de qualité de l'air ou des enjeux de climat, nous en sommes peu ou prou tous conscients aujourd'hui. Nous avons tous conscience qu'il faut bouger. Le problème, c'est que ça coûte cher, voilà. Et donc le premier qui bouge aujourd'hui, dans un premier temps, il se met des charges supplémentaires et il n'en a pas vraiment de récompense par rapport aux autres, et il se défavorise. Et le cadre législatif et réglementaire, certes, il ne fait pas plaisir, il donne de la contrainte, mais
au moins il a la vertu de donner un signal et de pousser tout le monde à avancer. Et il n'y en a pas du coup un premier qui avance, qui va se trouver défavorisé. Il faut que tout le monde y aille. Après, il y a plein de sujets qui sont levés et c'est pas simple, mais au moins tout le monde y va. Et puis il y a une autre capacité d'action de la puissance publique, c'est son pouvoir d'achat. Donc à Strasbourg, nous avons beaucoup travaillé sur ça s'appelle un SPASER, un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc dans le E de l'écologiquement responsable, nous intégrons de plus en plus dans nos marchés publics de toute nature, mais il y a énormément de marchés liés à des travaux, liés à de la construction, des clauses qui favorisent le transport en mode les plus décarbonés possibles, les moins polluants possibles. Donc ça donne un avantage à celui qui utilise en direct ou qui fait appel à un sous-traitant qui est dans ce cadre-là. Et il ne faut pas mésestimer le poids de la commande publique et également l'impact d'exemplarité que ça peut avoir vers d'autres entreprises. Et puis donc enfin surtout voilà le message par rapport aux citoyens. Et je pense que les campagnes de communication telles que vous les faites à la FNTR ont leur utilité. Moi, je crois beaucoup à la concertation, au dialogue, à la rencontre. On a des quartiers de la ville où il y a des tensions particulières sur ces sujets-là. On va organiser des réunions avec les citoyens et où on met également des acteurs économiques pour que chacun expose son sujet. Oui, moi, citoyen, ça me gêne d'avoir du bruit de camion, ça me fait peur quand j'ai la rue à traverser de voir un camion qui passe. Et le transporteur, il a ses raisons pour y être aussi, que déjà les gens se parlent, qu'on comprenne mieux les problématiques des uns et des autres, et on trouve mieux les solutions quand on s'est déjà parlé, qu'on s'est compris. Donc c'est aussi notre rôle en tant qu'élu de donner l'espace à ces concertations-là pour trouver les meilleures solutions. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion. Donc, on a du temps pour prendre des questions. On a 7 minutes, parce que c'est important dans les transports d'être à l'heure. Du coup, on va prendre des questions de la salle et on va alterner des questions de monsieur et de questions de madame. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Ah, il y a un monsieur, Édouard, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour. Édouard Montmarin, Altens. Ce n'est pas des questions, c'est 2 points de précision, mais d'actualité qui me semblent importants, surtout pour l'auditoire. D'abord, il faut savoir qu'il existe l'objectif CO2. Et dans cet objectif CO2, si vous allez sur le site, vous verrez dans la partie documentation un référentiel où on voit tous les carburants avec les taux d'émission. Et je pense au bio-GNV, je pense au HVO. Donc déjà, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de décarboner de 80-90% en attendant les systèmes comme le SCR, mais qui va mettre un certain temps. Et puis la deuxième chose, souvent je prends la parole pour le mentionner parce que c'est quelque chose de très important, c'est le scope 3 des accords de Paris qui était mis en vigueur là le 1er janvier de cette année. Et c'est quoi le scope 3 ? C'est toutes les entreprises de 500 salariés soumis à la déclaration de performance financière ou bien les organismes publics. L'année prochaine, le seuil d'ailleurs va baisser à 150 pour baisser les émissions sur l'ensemble de la supply chain, donc en dehors de l'entreprise. Donc ça, c'est très important parce que en fait, ça va retomber en pluie fine sur toute la partie transport, pas seulement les gros transporteurs, y compris les sous-traitants. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, donc, si on avait... parfait. Au premier rang, si vous pouvez donner le micro à madame. Bonjour, donc Claude Rospard, Université Gustave Eiffel. On a eu beaucoup de chiffres très très intéressants et c'est rare d'avoir une table ronde aussi pertinente et complémentaire, donc merci beaucoup à tous. Il y a un chiffre qui me manque, moi, pour mon petit compte-rendu, c'est l'évolution du transport de marchandises ces 10 dernières années. Parce qu'on a beaucoup parlé de solutions, finalement, que ce soit, disons, grand transport entre pays, grand flux de marchandises, ZFE, arrivée jusqu'au client final, mobilisation des citoyens, etc., on entend bien. Maintenant, comment est-ce qu'on peut agir ? Enfin, quelle est la quantité de marchandises transportées ? Quelle est sa tendance en termes d'évolution sur ces différents flux ? Et voilà, comment est-ce qu'on peut avoir cette vision-là et agir sur cette quantité ? Parce qu'à la rigueur, enfin, je viens de monde de l'énergie pour préciser, à chaque fois qu'on a réussi à gagner sur une quantité d'énergie économisée, on l'a rebasculé sur un autre flux. Le fameux effet rebond. Donc c'est un peu ça le sous-entendu de ma question. Voilà, le fameux effet rebond absolument redoutable.
Alors, qui s'y colle? Madame de... J'ai pas le chiffre en tête, mais je peux vous dire où vous allez le trouver. Sur les chiffres transport du ministère Transition écologique, enfin je sais plus quel est le nouveau nom, ils changent de nom tous les 4 matins, mais le ministère de l'écologie, vous aurez les évolutions de tonnes kilomètres. Alors les tonnes kilomètres, c'est parce que on mélange les volumes à transporter avec le nombre de kilomètres à parcourir, ça donne. Alors c'est pas toujours parfait parce qu'on n'a pas les volumes, on n'a pas le nombre de véhicules, mais vraiment. L'unité habituellement prise, c'est tonnes kilomètres. J'ai pas le chiffre en tête, j'ai pas les moyens d'évolution, mais ce qu'on note, c'est plutôt une légère augmentation ces dernières années, mais moins élevée que par exemple l'augmentation du PIB. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une décorrélation entre l'augmentation de la valeur et l'augmentation du PIB. Mais comme je le dis, et l'augmentation du tonne de transport. Mais comme je disais, il y a à minima, on augmente la population, il faut plutôt nourrir, meubler, équiper habiller, plus de personnes. Donc il y a quand même un effet population. Il y a des effets, plus les gens ont des moyens, plus ils achètent. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais encore une fois, elle est vraiment en cours et je pense que ce sera pour cet été. Il y a une étude en cours du ministère des Transports sur l'évolution de la demande de transport en prospective, mais qui a une première partie pour expliquer d'où vient cette évolution de transport. Et peut-être un peu en avant-première, ce que je peux vous donner, c'est que l'explication, les deux principaux facteurs d'explication de l'évolution de la demande de transport de marchandises, c'est l'évolution de la production industrielle française et l'évolution de la construction de logements. Bien plus, ils ont testé, évidemment, comme tout le monde a envie de penser que c'est lié à la consommation, mais en fait non, ce qui explique le mieux les évolutions de la demande de transport de marchandises, c'est la production et la construction. Oui, parce que les flux sont considérables et... moi, j'habite pas très loin d'une future station du Grand Paris. Et en fait, toute la zone a été remodifiée pour les flux de marchandises entre la Marne et les cimentiers, etc. Donc, alors, on a encore le temps pour une question. Allez, deux. Si vous pouvez nous donner vos qualités, vos nom, prénom et qualités professionnelles. Entendu. Donc Benoît Domingos, GRDF et biogazier convaincu et porteur de ce message-là. Non, je voulais revenir sur la vision européenne finalement du sujet parce qu'on a vu tout le panel de solutions aujourd'hui. L'Europe reste fixée sur une approche plutôt monomaniaque autour de l'électrique. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'aujourd'hui, et je pense que la FNR, je vois qu'il va y avoir tout de suite des réactions là-dessus, puisque aujourd'hui, le biogaz, en tous les cas, l'interdiction du moteur thermique, tous ces sujets-là, l'Euro 7, les règlements CO2, tout ça, clairement, nous freine et c'est extrêmement impactant pour nous. Voilà. Oui, je vais me permettre de répondre, et puis Bruno complétera, parce que son entreprise a aussi une vision européenne. Effectivement, nous, on a beaucoup parlé du mix énergétique. Et effectivement, gaz et biogaz en font partie. Donc ça fait déjà l'objet de grosses discussions au niveau français. Mais ça fait aussi beaucoup partie de discussions au niveau européen. Et c'est vrai que pour l'instant, au niveau européen, il y a quand même une grosse tendance à ne réfléchir que électrique. Notamment, on débat actuellement du règlement AFIR, c'est-à-dire le déploiement des réseaux de stations de chargement. Nous, naturellement, on porte aussi ce message-là au niveau européen. Il se trouve que nous, en plus, on le fait en partenariat avec nos homologues nordiques et allemands, puisqu'on est dans le même bureau. Mais je pense que ça dépasse même le stade du transport. Quand vous voyez aujourd'hui les débats, même sur le nucléaire, où en fait, au niveau européen, on est en train de vous dire que le nucléaire n'est pas une énergie verte. Alors là, je ne rentre pas dans ce débat parce qu'on en aurait pour 2 heures, mais que globalement... on est tous bien conscients que vu les volumes que d'ailleurs a très très bien rappelé M. Jacob, c'est certainement pas avec les éoliennes et les panneaux solaires qu'on va produire en quantité et en puissance l'énergie électrique dont on aura besoin. Il faut ramener un peu de réalisme. En ce moment, au niveau européen, c'est très très compliqué. Et c'est là-dessus qu'effectivement, nous, en tant qu'organisation professionnelle, on se bat. Il y a eu ce débat sur le gaz, mais globalement, il n'y aura pas qu'une énergie pour remplacer. Et tout électrique, on n'a rien contre l'électrique. Il a sa pertinence sur un certain nombre d'usages, ça a été dit. Mais
franchement, nous, on a du mal à croire que dès demain, on aura un 44 tonnes électrique, sauf peut-être avec le RS, qui va circuler partout. Et je rappelle aussi qu'au niveau européen, ne jamais oublier l'aspect de la géographie, c'est-à-dire que les énergies les plus utilisées par les pays dépendent en fait de leur géographie. Certains, ça va être la géothermie, d'autres, ça sera l'hydroélectricité, d'autres, ça sera justement la production, la méthanisation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je crois que dans le débat, là, on a quitté la géographie et puis on est parti sur des ambitions. Il va falloir un peu rectifier. Merci beaucoup. Alors, on a du temps. Ah, pardon, excusez-moi. Juste, je pense que ça, c'est une question particulièrement importante en termes de mix énergétique. Le 100% électrique, non. Voilà, très direct. Non, parce que l'électrique, c'est un camion électrique, c'est 3,5 fois plus cher qu'un camion diesel, porteur. On vient de faire l'acquisition des porteurs. On voit les problématiques quand même qui sont liées à ce type d'énergie. Donc, on voit aussi la volatilité des prix de l'énergie. On parlait du gaz, on parle de l'électrique. Donc, aujourd'hui, nous, on se dirige vraiment vers un transporteur qui sera multi-énergie. Et en plus de cela, l'électrique se prête tout à fait à l'hyperurbain. On travaille évidemment sur l'électrique sur les longues distances. Les tracteurs électriques arrivent. On en a 3 à l'essai aujourd'hui. Donc oui, forcément, l'électrique fera partie du mix énergétique. Maintenant, à 100%, je ne pense pas, puisque aujourd'hui, on va être multi-énergie. On a parlé de l'hydrogène tout à l'heure. Chaque énergie a sa contrainte et son avantage aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment formuler la meilleure recommandation aux clients en type d'énergie en fonction du flux. Voilà, ça c'est vraiment très important, puisque toute énergie ne se prête pas à certains flux. Et puis je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'en termes d'évolution du transport de marchandises, il faut savoir qu'il y a une très forte saisonnalité et il y a d'autres paramètres à prendre en compte, et pas seulement le paramètre de croissance du marché. Les paramètres à prendre en compte, c'est la pénurie de moyens, les problèmes de capacité. En plus, si on doit faire évoluer ce mix énergétique, on va avoir la problématique d'investissement sur le diesel. Donc il faut faire évoluer tout ce mix énergétique et je pense que le multimodal est une bonne réponse en termes de capacité. Bien souvent, on nous pose la question de savoir mais pourquoi vous vous intéressez au multimodal? C'est concurrent du transport routier? Pas du tout. C'est complémentaire et ça vient nous aider en termes de capacité, notamment dans les pics d'activité. Un exemple, pour préparer une saison, on a des clients qui nous demandent de fortes capacités, de l'ordre de 100 camions privatisés pour l'été. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que se préparent aussi les fortes périodes d'accroissement en termes de transport de marchandises. Les besoins sont vraiment réels aujourd'hui. Eh bien, écoutez, il est 11h32, si je ne me trompe pas, 11h31. Donc, c'est parfait. Je vous remercie toutes et toutes. Merci à toutes et toutes d'être restés. Et puis, il y aura d'autres tables rondes, car on n'est pas au bout du chemin. Merci beaucoup.